Alors, bonjour à tous et toutes, bienvenue à ce Au fil du mandat 2. Où on va faire un petit point sur tout ce qu'on réalise à la fois à l'Assemblée nationale et puis à Marseille. Et comme d'habitude, je vais commencer évidemment par un petit point politique pour faire savoir où on en est de la situation à la fois sociale et politique. Alors, on est dans une séquence quand même qui dure depuis un certain nombre de temps et même d'années, une certaine fragilité du gouvernement. J'avais déjà dit au précédent fil du mandat, en gros, ceux d'en bas n'en peuvent plus, puisque là, on a une inflation qui est galopante, surtout sur les coûts d'énergie. Donc, les plus modestes n'ont plus les moyens de vivre, et même dans les classes en fait moyennes, les gens ont des salaires qui sont largement insuffisants par rapport à la nécessité de se loger, puisque les logements sont toujours très chers, et la nécessité de se nourrir. Donc ceux d'en bas n'en peuvent plus, et ceux d'en haut, en réalité, n'ont plus réellement l'hégémonie et pour gouverner, et ça se traduit au Parlement par le fait qu'ils n'ont même pas de majorité pour faire passer leur budget. Donc on est dans ce moment un peu de fragilité du gouvernement. Les choses qui sont un peu nouvelles depuis la dernière fois, c'est évidemment, et on y reviendra tout à l'heure, le 49.3, mais c'est aussi une situation où on est sur une ligne de crête, parce qu'on voit bien que le Rassemblement national est en embuscade, et que le fait qu'il y a eu l'affaire de Lola depuis la dernière fois, on met en avant tout ce qui est sécurité, tout ce qui est immigration, en mélangeant évidemment les genres de façon un peu obscène, parce que évidemment on le sait, la question de l'immigration et la question de la sécurité sont deux choses complètement différentes, et le fait de les mélanger évidemment c'est pour créer l'évidence d'un bouc émissaire et tout ça. Donc on est quand même dans cette situation où hélas à l'échelle large, je pense que le Rassemblement national peut progresser, puisque ces idées sont mises en avant par les médias, y compris par le gouvernement. Et hier soir il y avait l'intervention d'Emmanuel Macron qui était vraiment problématique, parce que à plusieurs reprises il a pris des arguments réellement du Rassemblement national. Alors ça c'est la situation politique. La situation sociale, elle est aussi différente par rapport à la dernière fois, puisque la rentrée sociale a eu lieu, qu'elle est relativement chaude. La dernière fois on s'était quitté avec les appels à la manifestation du 29 septembre. Donc là il y a eu du monde déjà le 29 septembre. Nous on est fiers de notre marche du 16, puisque en fait on était très nombreux dans la rue à l'appel de la NUPES, et ça c'était une bonne nouvelle. Et ensuite il y a eu de nouveau la semaine d'après de larges mobilisations dans la rue, sur un fond globalement de ce que j'appelle un processus de grève de masse, parce que on a eu des grèves dans les raffineries qui évidemment ont bloqué le pays en partie, puisqu'il n'y a plus d'essence dans les stations d'essence. Il y a eu des grèves dans plein de petits secteurs, dans plein de petites boîtes, et souvent victorieuses. Il y a eu des grèves dans les transports, notamment dans beaucoup d'agglomérations, et donc ça indique que voilà, la combativité des salariés reprend, parce que mécaniquement les salaires sont insuffisants. Alors par rapport à ça, moi j'avais écrit une tribune que je vous engage à lire, qui est parue à la fois dans Regard et dans l'Humanité, où je rappelais en fait cette chose qui est assez simple pour moi, c'est que quand la grève revient, c'est que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est que la lutte des classes revient, et que les salariés sont combatifs. Et ça rappelle aussi une chose, la grève, c'est que quand les salariés se mettent en grève, et ben globalement il n'y a plus rien qui se passe, parce que ça prouve que c'est bien les salariés qui font le travail et qui créent en fait la valeur de l'entreprise et la valeur de ce qui est produit par l'entreprise. Parce que quand un actionnaire lui part en vacances, et c'est quelque chose que je disais dans l'article, en général personne ne se rend compte que l'actionnaire est en vacances, et ça prouve bien que l'actionnaire ne sert pas à grand chose. Donc voilà, ça c'est le climat social. Et donc ça a eu des conséquences sur lesquelles on y reviendra à l'Assemblée nationale, sur le 49.3 et la fragilité de la majorité présidentielle. Alors avant de revenir au national, je voulais juste vous faire un point de notre activité à Marseille. Donc on a eu plusieurs dossiers. Le premier sur lequel on n'a pas encore trop communiqué, mais on reviendra dessus par la suite, c'est la CARSAT. Donc la CARSAT en fait c'est le service de la sécurité sociale qui gère les retraites, et il se trouve que dans ma circonscription on a le centre de la CARSAT marseillais. Donc on a rencontré les syndicats, d'abord la CGT et ensuite Force ouvrière, et on a rencontré le président de la CARSAT pour faire un point sur plusieurs dossiers concernant la CARSAT. D'abord, un point sur l'état social. Ils nous ont alerté quand même sur le fait qu'ils avaient de moins en moins de personnel. Chaque année, ils réduisent les effectifs. Évidemment, ça a des conséquences sur les droits des salariés quand ils partent à la retraite, parce que quand on a des conseillers retraite qui sont pas assez nombreux, et
ben en réalité les salariés ils partent à la retraite pas avec les droits auxquels ils auraient droit, parce que des fois il y a des dossiers qui sont un peu compliqués, il faut voir les différents métiers qui correspondent à différentes caisses auxquelles les salariés ont cotisé, et il peut avoir des oublis, et du coup le salarié peut partir à la retraite avec une retraite incomplète parce que le conseiller retraite a trop de dossiers à gérer, et donc on a une immense souffrance au travail qui est générée par cette surcharge de travail, et donc c'est un problème, la sous-dotation des CARSAT. On rappelle d'ailleurs, parce que je pense que les gens qui m'écoutent ne le savent pas, mais les salariés de la CARSAT ne sont pas des fonctionnaires, hein, puisque tout ça relève de la sécurité sociale, et donc c'est des salariés de droit public, et c'est un service public qui est géré, mais pas avec des salariés qui ne sont pas des fonctionnaires. Il y a un autre dossier donc sur la CARSAT à Marseille qui est intéressant, c'est le fait que le bâtiment historique, donc qui est un très haut bâtiment que tous les Marseillais connaissent, hein, en réalité, c'est un vieux bâtiment, et donc la direction pense le vendre pour pouvoir reconstruire sur le même site en fait les locaux de la CARSAT. On a beaucoup discuté avec les syndicats, j'en suis entretenu avec le responsable de la CARSAT. Moi, je ne voudrais pas en tout cas qu'on vende ce bâtiment à des promoteurs immobiliers pour faire de l'immobilier de luxe, parce qu'en réalité, ce bâtiment nous appartient à nous, hein, parce que la CARSAT, c'est la sécurité sociale, c'est nos salaires déférés, et donc on voudrait pas qu'on brade en fait ce bâtiment à des promoteurs privés. Donc ça, c'était le premier dossier, la question de la CARSAT. Le deuxième dossier sur lequel on a pas mal travaillé pendant la période, c'est les expérimentations à Marseille sur la question des écoles. Je suis intervenu plusieurs fois dans les médias et puis aussi à l'Assemblée pour expliquer pourquoi, en ce qui me concernait et en ce qui concernait la France insoumise, nous étions contre l'expérimentation Macron dans les écoles. Je vous rappelle de quoi ça cause. En gros, l'idée, c'est que les écoles proposent elles-mêmes des projets pour pouvoir avoir des budgets un petit peu plus conséquents et des moyens personnels. En personnel, ça pose un problème parce que finalement, au lieu d'avoir des dotations récurrentes, on conditionne les financements des écoles à des projets pédagogiques qui sont, pour beaucoup d'entre eux, pas complètement aboutis. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même des projets, je comprends pas très bien l'intérêt typiquement de faire beaucoup de travaux pour les enseignants, les directeurs d'école, pour monter un projet. Finalement, c'est le rôle global de l'école, par exemple, d'enseigner les maths et le français. Et, monter des projets pédagogiques, passer beaucoup de temps pour avoir un peu d'argent pour juste avoir quelques financements de plus, ça me paraît être une perte de temps. Mais il y a un problème que les syndicats nous ont bien aussi, sur lequel les syndicats nous ont bien alertés. C'est que globalement, ça a chamboulé un peu les logiques de mobilité, hein, puisque normalement la mobilité est très cadrée dans la fonction publique, et là ça rendait possible le fait qu'il y ait de la mobilité uniquement en fonction des projets, et donc les gens qui postulaient sur un poste dans une école passaient devant la mobilité normale, et donc ça a créé pas mal de soucis. Dernier aspect sur lequel on a travaillé, donc c'est les croisières. La dernière fois, on s'était quitté juste avant notre week-end sur les croisières, où on a fait une table ronde avec tous les acteurs et avec des parlementaires et des élus locaux sur que faire par rapport à tout ce qui est nuisance liée aux croisières. Je voulais finir par ça sur nos travaux à Marseille et vous expliquer comment, à partir de ce qu'on a fait localement à Marseille, on en a fait un travail législatif. Parce que ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce travail à Marseille, on a élaboré un certain nombre d'amendements qu'on a déposés au plan de loi finance au premier loi de finance sur les recettes, avec l'idée, notamment deux amendements. L'un, c'était de faire en sorte que quand même le gasoil qui est utilisé par les bateaux de croisière, globalement, il soit taxé comme le reste, parce qu'il n'y a aucune raison pour le fait qu'il y ait finalement une exonération de taxes de ce gasoil, alors que ça pollue la mer, que ça pollue les airs, que les enfants marseillais font de l'asthme dans les quartiers nord à cause de ça. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que ça soit ces compagnies qui, par une taxe de séjour, payent globalement l'électrification des quais, paye en gros les nuisances, le fait de traiter les nuisances qu'elles causent, etc. Donc on a déposé ces deux amendements, et donc voilà, ils n'ont pas été évidemment, c'est le malheur du 49.3 sur lequel on va revenir juste ensuite, c'est que ces amendements n'ont pas été examinés puisque le 49.3, le coup près du 49.3 est arrivé avant leur examen.
Autre exemple d'amendement que nous avons déposé suite à un travail local, j'avais été alerté par une conseillère métropolitaine sur le fait qu'il y avait un peu une injustice entre Paris et la province, parce que à Paris et sur le Grand Paris, il y a le forfait en fait mobilité que payent les entreprises qui correspond à 1%, était plafonné à 1% dans toutes les communes, et il est à 2,95% à Paris. Et on a voulu travailler sur cette injustice, parce que ça permet, si on le passait à 2,95% dans la métropole Aix-Marseille, ça permettait en fait de développer beaucoup de moyens, de débloquer beaucoup de moyens pour créer des transports en commun, les rénover, les rendre accessibles, etc. Donc on a proposé un amendement dans ce sens. On a en discuté d'ailleurs avec des collègues des autres groupes parlementaires, notamment de Renaissance, donc qui étaient attentifs à notre amendement. Donc, on en a, d'ailleurs, ça a été, ce débat-là est paru dans la presse, notamment dans la Provence, et malheureusement, pareil, l'amendement n'a pas pu être déposé, enfin a été déposé, n'a pas pu être discuté puisque on a eu le 49.3. Donc voilà pour Marseille. Donc je voulais vous parler un peu de ça, à la fois ce qu'on fait, des acteurs qu'on rencontre, et je le ferai à chaque fois, et puis aussi comment ça se traduit ensuite dans le travail législatif. Alors maintenant, venons-en à l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a eu plusieurs, je ne vais pas passer sur toutes les lois qu'on a eues, puisqu'il y a eu d'abord une loi qui a quand même entériné la réduction des droits au chômage. Alors à un moment où, avec la récession qui va arriver, on va probablement avoir plus de chômage qui va augmenter. La réduction des droits au chômage, soi-disant pour pousser les gens à aller au travail dans les secteurs tendus, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. C'est encore une mesure antisociale. Moi, je suis intervenu là-dessus pour rappeler que les salariés, c'est pas comme des tomates, parce que globalement, il y a cette vision que il y a des emplois à un endroit, il y a des chômeurs à un autre endroit. Normalement, ça devrait être en parfaite adéquation, et tous les chômeurs devraient prendre les emplois qu'on leur propose. Sauf que les chômeurs, ils sont qualifiés pour quelque chose et ils vont pas forcément aller faire un travail sur lequel ils sont pas qualifiés. Et deuxièmement, un chômeur à un endroit va pas forcément quitter sa famille, quitter son environnement pour aller à 600 km faire un autre travail. Donc le marché de l'emploi, c'est pas un marché comme un autre. Ça devrait pas d'ailleurs d'être un marché, et c'est un peu ce que j'ai expliqué dans plusieurs prises de parole. Donc ça a été la première loi qu'on a eue, et ensuite on a eu le tunnel, on est encore sur le plan de loi de finances et le plan de loi de finances de la sécurité sociale. Donc en ce qui me concerne, j'ai été chef de file et c'est demain que j'interviendrai là-dessus à l'Assemblée sur la culture. Je suis intervenu aussi sur le sport, et notamment l'augmentation des violences sexuelles et sexistes au sein du sport. Et j'interviendrai, je vais revenir ensuite sur l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, bon, les faits saillants, on va pas aller trop longtemps sur cet aspect à l'Assemblée. Le fait saillant, c'est l'usage du 49.3. Et je dis l'usage, c'est-à-dire qu'évidemment, le 49.3, c'est une mesure relativement antidémocratique du point de vue pour le Parlement. C'est quoi le 49.3? C'est le gouvernement qui dit, finalement, vous arrêtez de discuter, et c'est moi qui décide de la loi. Bon. Alors, ils ont un usage maintenant limité du 49.3 à un 49.3 par session, sauf, et c'est une exception, pour les plans de loi de finances. Les plans de loi de finances, c'est pour la sécurité sociale. Là, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Donc, mais là, ils ont le droit de le faire, certes, mais en plus, ils le font de manière c'est totalement inadmissible d'un point de vue démocratique. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas le débat aller jusqu'au bout. Alors qu'il n'y a pas d'obstruction, contrairement à ce qu'ils disent, on dépose moins d'amendements qu'eux, il n'y a aucune obstruction parlementaire. Il y a pu avoir cette stratégie sur les retraites, mais là, il n'y a vraiment aucune obstruction parlementaire. Donc ils déposent le 49.3, ils usent du 49.3 avant même qu'on ait pu débattre de l'ensemble des amendements à la fois en commission et en séance. Donc ça, c'est parfaitement inadmissible. Et ensuite, le pire, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de votes, ce qui n'arrive pas forcément souvent. Donc au Parlement français, ils ont perdu énormément de votes. Et malgré ça, ils vont faire un usage du 49.3 en conservant que ce qu'ils ont envie de conserver. C'est ce qu'ils ont déjà fait sur la première partie du plan de loi de finances. Et ils ont renoncé à un certain nombre d'amendements. Et donc ce qui a été le plus médiatique, c'est un amendement quand même déposé par leur propre majorité, c'est le MoDem, sur la taxation de dividendes. C'était pas la loi sur les super profits que nous on voulait faire, c'est une taxation un peu plus forte des dividendes. C'est le MoDem qui a proposé ça, donc ils sont dans leur majorité. Ça a été largement voté majoritairement à l'Assemblée. Et le gouvernement a refusé de retenir cet amendement dans la loi définitive. Donc c'est vraiment relativement scandaleux. Alors ensuite, évidemment, normalement, là où je pouvais avoir un rôle important sur ce plan de loi de finances, c'est sur l'enseignement supérieur et la recherche, puisque je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai été nommé rapporteur pour la partie université et vie étudiante.
Donc le rapport est quasi fini, hein, on va l'envoyer demain soir. Néanmoins, on n'est même pas sûr, et ça c'est encore une histoire liée au 49.3, on n'est même pas sûr qu'il sera examiné en commission et encore moins sûr qu'il soit examiné en séance. Donc le rapport qu'on a écrit, à la fois, on fera probablement la prochaine file du mandat vraiment sur le rapport et tout ce qu'on y a. Enfin, je pense qu'on n'aura pas le temps là de décrire, mais juste pour vous donner quelques éléments, on fait un état des lieux du plan de loi de finances 2023 sur l'enseignement supérieur et surtout la vie étudiante sur deux des lignes budgétaires. Et ça, la conclusion qu'on a eue, et on a bien regardé les chiffres, c'est qu'en réalité le budget est en diminution. Ça, on s'en est aperçu parce qu'ils disent qu'il y a une augmentation forte du budget, mais en réalité il faut déduire à cette augmentation, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, donc 500 millions d'euros, qui sont normalement une augmentation qui sont pour tous les budgets de la fonction publique. Donc voilà, et il faut calculer les évolutions des budgets, non pas en euros dans la valeur en euros courants, mais en euros constants, donc en tenant compte de l'inflation. Et si on tient compte de l'inflation, en réalité, et si on déduit aussi l'augmentation des 3,5% pour les fonctionnaires, en réalité, on a une baisse de plus de 2% en fait, en gros, du budget de l'enseignement supérieur. Donc ça prouve réellement qu'ils sont dans une logique, et puis ça va aller de mal en pis, puisqu'on a les budgets aussi prévus en 2023, 2024, 2025, et ça continue à diminuer. Ou ne pas augmenter à la hauteur des enjeux. Et la conséquence de ça, c'est on a une augmentation du nombre d'étudiants, et c'est quelque chose de plutôt bénéfique, puisqu'on a besoin de plus en plus de gens qualifiés. On a une augmentation du nombre d'étudiants, on a soit une stagnation, soit une baisse des budgets, et ça induit mécaniquement une diminution assez forte du taux d'encadrement des étudiants, et ça a des conséquences sur long terme, évidemment, sur la réussite des étudiants, hein, parce que moins ils ont d'enseignants en phase 2, plus forcément moins la réussite est bonne. Et c'est une conséquence aussi assez importante sur la sélection ou pas. Et tout le débat autour de Parcoursup vient de là. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de mettre Parcoursup en place, ils ont été obligés de mettre une sélection en master en place avec sa plateforme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'enseignements, et comme il n'y a pas assez d'enseignants, ils sont obligés de sélectionner. Et quand on sélectionne, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui étaient bons parfois dans leur domaine et qui souhaitaient continuer en master et qui ne vont pas pouvoir continuer leurs études, soit en licence, soit en master ensuite, parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de place dans l'université. Et au vu des enjeux écologiques et des enjeux sociaux et qui requièrent de plus en plus de qualifications pour tous les métiers, c'est complètement une aberration. Alors voilà, j'en ai fini sur la partie donc du plan loi finance. Donc pour l'enseignement supérieur et la recherche, je vous annonce, donc on fera une proposition de loi donc en novembre, décembre, on verra un peu la date, qui permettra de reprendre tout ce qu'on a dit, et notamment ce qu'on a dit sur le rapport, puisque la partie spécifique du rapport ce que j'ai plus détaillé, c'est un bilan depuis 15 ans d'autonomie des universités. Donc dernier aspect, deux derniers petits aspects, ça c'est juste pour vous informer. Donc je siège au sein de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, et là on va faire une note sur les espèces invasives. Donc on travaille avec les administrateurs et on fait énormément d'auditions pour faire un point sur les espèces invasives. Donc on en reparlera aussi la prochaine fois, mais l'idée c'est de voir pourquoi il y a une augmentation exponentielle des espèces exotiques invasives, qui en gros c'est dû à la mondialisation des échanges, et comment on peut limiter ça, et comment on peut aussi finalement s'adapter et trouver des solutions dans un certain nombre de cas où il faut éradiquer ces espèces invasives. Deuxième information aussi, j'ai été nommé par l'Assemblée nationale au Haut Conseil à l'égalité homme-femme. Donc moi j'en suis content, parce que réellement ces questions d'égalité homme-femme pour moi sont très importantes, parce qu'on vit dans une société sexiste et patriarcale, et il n'y aura pas d'émancipation de toutes et tous et d'une société un peu apaisée sans la fin ou on tendre vers la fin des oppressions spécifiques que ce sont le racisme, mais notamment l'oppression la plus importante et la plus ancienne, qui est la domination masculine. Donc moi je suis assez content de siéger dans cette instance. Alors ensuite on va ouvrir un petit moment, puisqu'on s'était dit la dernière fois que ce serait pas mal qu'on ait quelques questions. Alors j'en ai reçu une petite dizaine, je pourrais pas tous les traiter parce que c'est déjà relativement long. Donc il y a une première question que j'ai trouvée intéressante, que j'ai retenue sur les déserts médicaux. Là ils vont essayer d'allonger les études de médecine et d'internat pour
pour essayer de combler le problème des déserts médicaux. Moi, je pense que c'est toujours le même problème avec la logique macroniste, c'est que ils voient les problèmes, voilà, et ils essaient d'y répondre en mettant c'est des réponses complètement voilà, ça prend pas l'ampleur, enfin à chaque fois ils ne prennent pas l'ampleur du problème, et donc il faut une petite réponse, une mesurette pour essayer de résoudre le problème. Bon, comment on résout le problème des déserts médicaux? D'abord, il faut former plus de médecins. Alors certes, soi-disant le numerus clausus, en fait, il a été levé, mais en réalité, le nombre d'étudiants n'augmente pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place dans les universités. Donc on retombe complètement au sujet que sur lequel j'ai discuté tout à l'heure, c'est que globalement, si on ne donne pas de moyens aux facs et aux universités et aux facs de médecine, là, en l'occurrence, pour accueillir plus d'élèves, donc il faut recruter plus de maîtres de conférences, praticiens hospitaliers, et donc tant qu'on n'ouvre pas, on n'augmente pas le nombre de postes, et ben on n'a pas assez de formation, et du coup on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières, etc. Bon, donc ça, en réalité, le travail n'est pas fait pour augmenter le nombre de médecins formés. Deuxième chose, si les gens ne vont pas dans les déserts médicaux, c'est qu'en réalité, le travail de la médecine, il faut s'interroger sur la médecine libérale en général. C'est-à-dire que le fait d'avoir un médecin seul dans son bureau, qui travaille 80 heures et qui à la chaîne rencontre des patients, et alors sans être réellement entouré d'autres praticiens d'autres disciplines, c'est quelque chose, c'est la médecine du 19e siècle. La médecine du 21e siècle, normalement, c'est plus finalement des centres de santé qui peuvent avoir différents statuts, des centres de santé associatifs ou communautaires, ou certains peuvent être privés, mais dans un centre de santé, c'est quoi la différence? C'est que les médecins peuvent, s'ils le veulent, être salariés, donc avoir des horaires à peu près normales, être remplacés, ce qui permet aux médecins de conjuguer ça avec leur vie de famille. Et dans un centre de santé, vous avez des assistantes sociales, vous avez des psychologues, vous avez des sages-femmes, vous avez des infirmières, et donc il y a l'offre de soins dans sa totalité qui est présente. Et donc globalement, c'est plutôt, il faudrait aller vers la multiplication des centres de santé, les rendre obligatoires, et c'est ça à mon avis qui serait la solution adéquate. Mais si on veut que les médecins, y compris aillent dans des centres de santé dans des zones rurales, il faut que ces zones rurales ne soient pas elles-mêmes des déserts en service public. Il faut qu'il y ait des transports, il faut qu'il y ait des écoles pour leurs enfants, il faut qu'il y ait des crèches. Donc c'est l'ensemble du problème qu'on a autour de la désertification de nos milieux ruraux, puis aussi des banlieues par ailleurs, qu'il faut traiter. Et donc c'est pas le petit problème, du seul problème du désert médical, et qu'on n'aurait pas assez de médecins l'an prochain. Voilà. Donc ça, c'était la première question que je voulais traiter. La deuxième, c'était sur une question assez juste sur les CAF. Donc quelqu'un qui me faisait remarquer que quand la CAF faisait une erreur et qu'ensuite il fallait qu'on paye un trop perçu, et puis dans les deux sens d'ailleurs, quand ils font une erreur dans l'autre sens, et du coup il n'y a pas du tout d'organisation de ça, et puis soudainement ils vous prennent l'argent sur votre compte du trop perçu, et que c'est complètement hallucinant, parce que du coup par rapport à votre budget, par rapport à tout ça, c'est pas vous qui avez fait l'erreur de déclaration des fois, et le trop perçu, du coup ils vous le ponctionnent d'un coup. Donc sur ça, je pense que la seule réponse, moi ça me fait miroir avec ce qu'on a dit sur les CARSAT, c'est que en gros, on a vraiment des services publics, là c'est une autre branche de la sécurité sociale, dans lequel en fait on a laminé le nombre de personnel. Et donc quand on diminue le nombre de personnel, mécaniquement on veut remplacer les personnels qui étaient des gens qui vous écoutaient, qui comprenaient les situations, etc. On les remplace par en gros soit des lignes téléphoniques, soit en gros des formulaires, formulaires informatisés. Et donc quand on informatise ce genre de choses et qu'on remplace les hommes par la machine, et forcément on n'a plus de prise en compte des situations individuelles. Et donc la seule réponse par rapport à ça, c'est qu'on redonne les moyens au CAF, et qu'on redonne toujours pareil des moyens aux sécurités publiques. Alors je finirai sur deux autres questions. La première, c'était sur les super profits, le Conseil constitutionnel. Je voulais parler un peu des super profits. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, quand on développe notre programme, les gens nous disent « Ouais, mais alors, à chaque fois, vous voulez dépenser, mais l'argent... voilà, il faut bien la prendre quelque part. » Et on dit, non, mais de l'argent, il y en a. Enfin, il y en a. Les exonérations de cotisations sociales, c'est près de 80 milliards d'euros. Les îles fiscales, de son côté, c'est des chiffres à peu près similaires. Donc, de l'argent, il y en a. Et donc, c'est pour ça que la proposition qu'on avait, et qu'on a commencé à faire une pétition là-dessus, de taxation des super profits, elle est centrale, elle est essentielle. Et c'est quand même assez surprenant que le Conseil constitutionnel ait invalidé ça. Bon, j'ai pas de réponse juridique à ça.
je demandais à plusieurs de mes collègues et quand même beaucoup de gens sont assez surpris. Donc effectivement, la question qui m'a été posée de dire quelle est finalement la légitimité démocratique du Conseil constitutionnel par rapport à sa composition, la question est légitime. Je pense que dans une 6e République, il faudra vraiment réfléchir à ce que le Conseil constitutionnel soit totalement indépendant du pouvoir politique et qu'on se retrouve quand même avoir des instances de l'État, mais ça vaut pour toutes les instances de l'État, qui soient bien indépendantes et où on peut être sûr quand même que leurs prises de décision sont pas en réalité influencées par le politique. La question qui m'avait fait sourire la dernière, et je finirai juste là-dessus pour aujourd'hui, donc c'était comment je vis ma vie à l'Assemblée. Alors, je trouve que en période de plan de loi finance et plan de loi finance de la sécurité sociale, on siège tous les jours du lundi au vendredi à l'Assemblée. C'est beaucoup trop de temps à Paris. Alors même s'il fait bon en ce moment, c'est quasi insupportable. On peut pas voir sa famille, sa femme et ses enfants. Et globalement, c'est un rythme qui n'est pas normal. Il y a autre chose qui est pas normal dans le fonctionnement de l'Assemblée, c'est que les gens disent tiens, ils sont pas souvent en séance, on voit personne en séance. Mais il faut que vous imaginiez que en fait quand on n'est pas en séance, la plupart du temps on est en commission, on multiplie les auditions et des fois on a des votes en commission pendant qu'on a les votes en séance. C'est complètement surréaliste comme affaire. Et comme là les votes se font, les résultats des votes se font à peu de voix d'écart, et il faut être aux deux en même temps. Donc des fois on court entre les deux, donc c'est complètement dysfonctionnel. Ça c'est un premier problème. Il y a quand même une journée, je crois que c'est jeudi dernier, où j'avais 4 choses importantes en même temps à la même heure. Donc voilà, ça c'est juste pas normal. Moi je disais qu'il faudrait peut-être monter un syndicat des parlementaires parce que voilà, pour que nos conditions de travail soient meilleures. Donc ça c'est le premier point. Mais sinon je trouve que quand ça est devant nous,